Sur cette image, vous pouvez apercevoir un jeune homme tractant une poubelle de couleur bleue dans la rue. A priori, c'est un gamin qui a été missionné par ses parents pour sortir les déchets avant le passage des éboueurs. Si vous pensez cela, c'est un raisonnement tout à fait rationnel et nous sommes nombreux à le partager. En revanche, nous avons tous tort, et l'histoire derrière cette image est absolument effroyable. Avant que je vous raconte l'affaire du jour, les amis, laissez-moi vous présenter mon site internet. J'ai ouvert mon propre bureau de détective privé. Regardez-moi tous ces avis ultra positifs. Il y a même un certain Fura de Thaïlande. Vous devez vous demander comment j'ai fait. Rien de plus simple avec Odoo. Qu'est-ce que Odoo? C'est un logiciel belge qui met à votre disposition un ensemble d'applications pour gérer votre entreprise. Vous pouvez par exemple créer votre site internet, votre boutique en ligne, faire vos factures, signer vos contrats ou encore faire votre comptabilité. Odoo facilite la vie des entrepreneurs, ils ont une application pour tout ce dont vous avez besoin. Et moi, pour ma nouvelle activité de détective, j'ai utilisé l'application Site Web qui permet justement de créer un site internet en 3 minutes. Et 3 minutes, c'est le temps réel qu'il vous faut, c'est ultra rapide, il faut juste suivre 4 étapes. Vous choisissez le type de site, ce que vous voulez faire, ainsi que votre domaine d'activité, la palette de couleurs, les pages et fonctionnalités, et enfin l'apparence générale de votre site, et c'est tout. Ensuite, pour embellir et compléter votre site, vous n'avez qu'à glisser et déposer des blocs afin de construire la page web que vous souhaitez. Vous pouvez tout personnaliser, changer les couleurs, mettre des images, des vidéos, etc. Si vous voulez ajouter du texte, mais que vous ne savez pas quoi dire, l'intelligence artificielle ChatGPT est directement reliée à Odoo pour vous aider à la rédaction. C'est facile, intuitif et ça fait gagner un temps fou, en plus d'être gratuit. Parce que oui, la première application Odoo que vous choisirez sera gratuite à vie, avec l'hébergement et le support inclus. Par exemple, mon site internet est gratuit, et ce n'est que si je veux ajouter une application que je passe sur un plan payant. Ce n'est pas fini puisque le nom de domaine de votre site est également offert pendant 1 an, il n'y a rien à payer sur cette première application. Je ne vous montre pas tout mon site, je vous laisse aller le découvrir parce qu'il y a une énigme à résoudre et vous pourrez me donner votre réponse en commentaire. L'application d'Odoo pour créer votre site internet est un outil puissant, gratuit, simple et rapide, alors allez visiter Odoo avec mon lien en description, il pourrait vous enlever une belle épine du pied. Maintenant, place à l'enquête criminelle qui nous intéresse. Lindsay Birbeck est une jeune femme de 47 ans. Elle est née à Accrington, une petite ville au nord de Manchester, en Angleterre. Son enfance est des plus classiques. Tout se passe bien pour elle, qui traverse la vie sans encombre. À 20 ans, lors d'une soirée étudiante, elle rencontre Tim Birbeck, qui devient l'amour de sa vie. Ensemble, ils forment un couple formidable que tout le monde admire. Durant 3 ans, tout se passe pour le mieux et, au-delà de ces 3 années, la relation devient encore plus heureuse avec le mariage à venir. 18 mois s'écoulent lorsque le premier enfant du couple vient au monde. C'est un petit garçon nommé Steven et 2 ans plus tard, la petite Sarah vient compléter la famille de 4. Il semble que tous les ingrédients soient réunis pour que cette famille reste unie jusqu'au bout. Pourtant, une vision différente de la vie entre Lindsay et Tim conduit à un éloignement d'abord, puis à un divorce, tout en restant en bons termes cependant. C'est donc une séparation qui intervient après 20 ans d'union. En 2019, c'est Lindsay qui s'en va du domicile conjugal pour emménager seule dans une maison, toujours à Accrington, pour rester proche de sa famille. Le lundi 12 août est une magnifique journée d'été. Sarah, la fille de Lindsay, vient tout juste d'apprendre qu'elle a obtenu son diplôme, signant la fin des études au lycée, et pour fêter ça, Lindsay décide de l'emmener faire une session de shopping en récompense et pour lui faire plaisir. Il est 11h du matin quand Lindsay récupère Sarah. Toutes les deux se baladent et font les magasins durant plusieurs heures. Et à 15h, la mère dépose sa fille chez elle en lui disant qu'elle la reverra ce soir à 18h. Comme prévu, à 18h pile, Sarah, accompagnée de son petit ami, toque à la porte de la maison de sa mère. Sauf que, surprise, personne n'ouvre et visiblement, Lindsay ne semble pas être à la maison. Peut-être qu'elle est sortie rapidement, alors Sarah prend son téléphone pour lui signaler sa présence. Deuxième surprise, aucune tonalité lorsque Sarah compose le numéro de sa mère. Le téléphone de Lindsay est éteint a priori, mais elle ne doit pas être loin parce que sa voiture est encore garée devant chez elle. C'est curieux comme situation, alors la fille appelle son père, Tim, et demande s'il peut venir les récupérer tous les deux. Sarah fait part de son inquiétude à son père, mais celui-ci explique qu'il n'y a pas de quoi.
Elle l'a vu il y a 3 heures de cela, elle est sûrement sortie et voilà tout. L'angoisse de Sarah ne redescend pas, pour un élément en particulier, le fait que le téléphone de Lindsay soit éteint. Elle est persuadée que jamais sa mère n'éteindrait son téléphone ou le laisserait se décharger alors qu'elles doivent se voir. En tout cas, ce n'est jamais arrivé auparavant. De retour, Sarah continue d'envoyer des messages à sa mère au cours de la soirée pour avoir de ses nouvelles, mais elle n'obtient aucune réponse et remarque que les messages n'arrivent pas, ce qui signifie que le téléphone est toujours éteint. Sarah insiste donc auprès de son père qui finit par admettre qu'effectivement, cette situation est inhabituelle. Il téléphone alors à l'une des meilleures amies de Lindsay pour savoir si elle a eu des nouvelles de son ex-femme depuis cet après-midi, ou même si elle l'a vue, mais l'amie n'a aucune information à partager. Il est 23h30. Tim et sa fille décident de retourner chez Lindsay avec leur jeu de clés pour entrer cette fois-ci. Une fois à l'intérieur, toujours pas de Lindsay. La maison semble être en ordre, il manque juste la femme de 47 ans. Face à ce mystère, il n'y a plus aucune hésitation. Tim appelle la police pour signaler la disparition de sa femme. Le cas est tout de suite pris au sérieux d'après ce que décrit le père de famille, parce que Lindsay n'avait aucune raison de disparaître ainsi. Malgré le divorce, tout le monde s'entend parfaitement. Elle devait voir sa fille ce soir-là et n'a jamais manqué un rendez-vous avec elle, du moins sans prévenir. Et elle est originaire d'Accrington, où elle a fait toute sa vie. La probabilité pour qu'elle disparaisse volontairement est très faible. Le téléphone éteint est un point aussi curieux qu'inquiétant. Sa voiture est toujours garée devant chez elle, il n'y a pas de message, la police pense qu'il est arrivé quelque chose à la mère de famille. D'après l'état de la maison, Lindsay est donc sortie de chez elle dans l'après-midi. La police apprend qu'elle est une femme très sportive et qu'elle a pour habitude de courir à l'extérieur régulièrement. Il est donc possible qu'elle ait eu un accident. Les policiers vont tenter d'en savoir plus à ce sujet. Une autre hypothèse est que la femme aurait pu décider de mettre fin à ses jours, ce qui expliquerait le téléphone éteint, l'absence de réponse et la maison bien rangée. La famille réfute aussitôt cette idée, et c'est vrai que le profil de Lindsay laisse peu de place à un tel drame, mais il faut étudier toutes les pistes. Sauf la piste criminelle, parce qu'il n'y a aucun élément qui permet de penser que Lindsay a été la victime d'un prédateur, d'un voleur ou quoi que ce soit d'autre. Les recherches pour la mère de famille sont lancées, mais rapidement c'est l'impasse. Il n'y a aucune piste à suivre, alors sa photo est transmise aux médias qui la partagent au grand public pour essayer d'avancer. Le mardi 13 août, le lendemain, les recherches continuent sur le terrain avec des renforts cette fois. Il y a aussi des équipes cynophiles, des drones, des hélicoptères pour tenter de retrouver Lindsay dans le cas où elle serait blessée dans un coin isolé de la région. Le mystère est total, et même s'il y a plus d'une centaine de volontaires qui viennent aider pour essayer de retrouver la femme disparue, en réalité, personne ne sait vraiment où chercher. Le téléphone étant éteint, il est impossible de traquer ses mouvements par GPS. Lindsay ne semble pas avoir utilisé sa carte ces dernières heures non plus. Comme les enquêteurs supposent que l'hypothèse la plus probable soit celle d'une session de sport après 15 heures de la part de Lindsay, ils décident d'étudier les images de vidéosurveillance de la ville d'Accrington. Cela fait beaucoup de caméras à contrôler, mais comme Lindsay a déposé Sarah à 15 heures et qu'à 18 heures sa fille annonce que sa mère était absente, il n'y a que 3 heures durant lesquelles la femme a pu se volatiliser. 4 jours plus tard, le visionnage des caméras disposées dans la ville débute, mais il est largement facilité grâce à la plage horaire identifiée et les agents chargés de regarder les heures de vidéo découvrent Lindsay dans la rue grâce au dispositif de caméra de surveillance. Elle est aperçue à environ 16 heures en train de descendre Burnley Road, qui est la rue où se trouve sa maison. Son trajet l'amène vers une zone de nature vallonnée, juste à côté de la ville. C'est un bois où il y a des petits chemins, souvent empruntés par les coureurs et, d'après la famille de Lindsay, c'est l'endroit où elle se rend habituellement pour faire sa course journalière. C'est la première vraie piste dans cette enquête. Sarah précise que quelques jours auparavant, Lindsay s'était plaint de douleurs à la tête, comme une forte migraine. Les enquêteurs songent alors qu'elle aurait pu avoir un problème de santé et s'évanouir quelque part dans le secteur. En plus des équipes de recherche, les pompiers ainsi qu'une équipe médicale est dépêchée sur place dans le cas où il faudrait apporter des soins urgents à la femme disparue. Les autorités ont bon espoir de retrouver la mère de famille, seulement la zone est très grande, il y a des bois, des plans d'eau et finalement les recherches ne sont pas aussi simples. Pire, Lindsay n'est pas retrouvée. Le 19 août, cela fait 7 jours à présent qu'elle a disparu. L'éventualité de découvrir un cadavre augmente significativement parce que, même si elle était en vie au moment de s'évanouir, ou si elle était incapable de bouger suite à une blessure,
Les conditions climatiques sont rudes. Tristement, les enquêteurs sont à peu près certains que Lindsay ne sera pas retrouvée vivante. Mais ce qui les tracasse, c'est cette vidéosurveillance. Ils sont certains que la femme est allée dans ce secteur. Même s'il est grand et qu'il y a des cachettes naturelles, pourquoi est-il impossible de retrouver Lindsay ? La police a peut-être crié victoire trop tôt. Alors, les agents essayent de reconstituer l'emploi du temps de Lindsay le jour de sa disparition. L'hypothèse criminelle commence aussi à se faire une petite place dans l'esprit des enquêteurs. Et quand cela arrive, ce sont les personnes les plus proches qui sont suspectées. En l'occurrence, c'est Tim, le père qui intéresse les forces de l'ordre désormais. Bien que la relation entre Tim et Lindsay soit décrite comme étant encore amicale, peut-être qu'un événement aurait pu pousser l'ex-époux au pire. Son emploi du temps est également analysé pour être comparé à celui de la disparue. Le doute survient chez les enquêteurs. Lindsay se trouvait toute la journée avec sa fille. Tim aurait pu préparer un passage à l'acte pour assassiner sa femme au moment où elle serait revenue chez elle, après avoir déposé Sarah. Tim affirme qu'il était au travail toute la journée et qu'il n'est rentré qu'après la disparition de son épouse. Les collègues de l'homme confirment sa version et son alibi est solide. Il n'est pas impliqué dans la disparition de Lindsay. Les recherches reprennent aussitôt après avoir écarté le seul suspect dans cette affaire, mais il y a 12 jours qui se sont écoulés à présent, et l'espoir de retrouver la mère de famille vivante s'est éteint chez presque tout le monde. Ce que la famille veut savoir dorénavant, c'est ce qu'il s'est passé. L'affaire prend la direction d'une impasse, et il est fort probable qu'elle rejoigne la pile des enquêtes non élucidées. Pourtant, contre toute attente, un rebondissement se produit le 24 août 2019. Lindsay Birbeck, une mère de famille divorcée et âgée de 47 ans, disparaît alors qu'elle aurait dû passer la soirée avec sa fille, Sarah. La police avait bon espoir de la retrouver saine et sauve dans un bois près de la ville d'Accrington, après l'avoir aperçue se rendre dans cette direction grâce à la vidéosurveillance déployée dans les rues. Pourtant, aucune trace de la femme, mais le samedi 24 août 2019, un homme promène son chien. Il emprunte son itinéraire habituel qui le conduit à traverser le cimetière de la ville. Le chien du maître fonce soudainement dans une direction. L'homme essaye de le retenir, mais finalement laisse l'animal se rendre à l'endroit qui l'intéresse. Le chien semble se diriger vers un lieu bien précis du cimetière. L'homme finit par comprendre ce qui attire son animal de compagnie. C'est une odeur affreuse qui s'échappe d'un endroit proche des tombes. Étant dans un cimetière, l'homme suppose qu'il s'agit d'un cadavre. Et il a bien raison, c'en est un. Son chien, en creusant, a révélé une sorte de bâche de couleur blanche dans laquelle se trouve une dépouille. En observant autour de lui, l'homme ne remarque aucun employé du cimetière ou personnel de pompe funèbre. A priori, ce cadavre ne devrait donc pas se trouver ici, et il appelle directement la police. Les autorités débarquent sur les lieux. Il n'y a presque aucun suspense sur l'identité de ce cadavre. Lindsay Birbeck est la seule femme adulte ayant disparu dans le coin, et c'est exactement le profil de la personne décédée découverte dans ce cimetière. L'enquête pour disparition se transforme en une investigation pour homicide sur cette mère de famille. Elle est formellement identifiée par le médecin légiste qui confirme qu'il s'agit de la femme disparue quelques jours auparavant. La décomposition du cadavre est fortement avancée. Cependant, il y a un point qui surprend la police scientifique. La décomposition semble plus importante au niveau de la tête que des jambes, ce qui est évidemment très inhabituel. Plus curieux encore, cette décomposition apparaît être en dégradé, devenant de moins en moins forte en descendant vers les pieds. C'est inédit pour la police scientifique. Une grave blessure est repérée sur la jambe droite de la victime. Cette blessure est post-mortem, et à première vue, il s'agirait d'une coupure faite à l'aide d'une scie ou d'un couteau avec des dents. Si le médecin légiste est aussi précis, c'est parce que des marques de tels outils sont découvertes sur l'os de la jambe de cette femme. Les enquêteurs supposent que le meurtrier de Lindsay a donc essayé de la démembrer après lui avoir ôté la vie, mais que par manque de connaissances anatomiques, son plan s'est avéré être un échec. C'est choquant, parce qu'il y a encore 24 heures, personne n'aurait pensé que cette femme avait pu être assassinée et traitée de la sorte. C'est un vent de panique qui s'empare de la petite ville d'Accrington. Manifestement, un psychopathe s'est mêlé à la population et il faut le retrouver. Le corps de Lindsay a été découvert nu, emballé soigneusement dans une bâche plastique et a été placé dans un trou peu profond avant d'être recouvert d'une fine pellicule de terre et de pierres récupérées dans le cimetière.
C'est comme cela que l'odeur est parvenue à s'échapper et attirer le chien du promeneur. Les enquêteurs imaginent que le tueur devait connaître l'endroit, parce que le trou dans lequel se trouvait le corps de Lindsay n'a pas été creusé. C'était simplement un renfoncement naturel. L'individu, auteur du meurtre, n'a donc pas eu à pelleter, mais simplement recouvrir le corps légèrement, ce qui a permis de s'en débarrasser rapidement. Le corps a été découvert nu, alors évidemment, la nature sexuelle de l'agression est soulevée, mais le médecin légiste est incapable de répondre à cette interrogation, à cause de l'état avancé de décomposition qui a attaqué les tissus corporels de la victime. Les inspecteurs pensent que Lindsay a été ciblée au moment où elle sortait pour courir. Initialement, l'agression devait avoir une motivation sexuelle. Le meurtre, quant à lui, a pu survenir si Lindsay s'est débattue, faisant paniquer son agresseur. C'est sûrement un délinquant sexuel qui est à l'origine de ce drame et pas forcément un meurtrier de sang-froid. Bon, si le mobile de ce crime n'est pas encore clairement défini, la cause de la mort, elle, est facilement déterminée par le médecin légiste. La nuque de la mère de famille a été fracturée, conduisant à une mort instantanée, la moelle épinière ayant été fatalement touchée. Un point d'interrogation demeure, parce que pour parvenir à un tel résultat, il peut y avoir plusieurs moyens. Lindsay a pu être frappée violemment à cet endroit à l'aide d'un objet. La puissance d'un coup de pied peut être suffisante aussi pour réussir à briser la nuque ainsi, et enfin, un étranglement avec énormément de force peut causer une telle mort. Une nouvelle fois, l'état de décomposition empêche d'être précis sur cet élément. Il aurait été facile de déterminer s'il s'agissait d'un étranglement grâce à d'éventuelles ecchymoses présentes sur la peau, mais à présent, si elles existaient, elles sont indétectables. Forcément, la zone autour du corps de la victime est fouillée. Des indices intéressants sont découverts. Les chaussures de sport de la mère de famille sont retrouvées et elles ont été découpées pour détacher les semelles, afin d'être jetées séparément dans l'une des poubelles du cimetière. Une analyse ADN est réalisée sur ces chaussures. L'ADN de Lindsay est trouvé, tout comme celui d'un homme inconnu pour le moment. Plus loin, dans des buissons, sont récupérées une scie ainsi que des gants sur lesquels, là encore, l'ADN de Lindsay et celui de l'homme inconnu sont prélevés. A priori, l'ADN mystérieux correspond à la personne ayant commis le crime. Le point crucial pour résoudre l'affaire est de savoir si le crime contre Lindsay Birbeck s'est produit dans ce cimetière, ce qui serait étonnant puisqu'il s'agit d'un lieu public. Mais d'un autre côté, c'est ici que le corps de la victime a été enterré et que la scie pour essayer de la démembrer a été retrouvée. C'est un botaniste qui va éclairer les enquêteurs sur ce point. Pour lui, le cimetière n'est que l'endroit où le corps a été déposé. Le corps de Lindsay est enveloppé dans une bâche en plastique. Entre cette bâche et la peau de la victime, il y avait des brins d'herbe et une feuille. Le botaniste est formel. Cette herbe et cette feuille ne proviennent pas du cimetière. Lindsay a donc été attaquée ailleurs, puis amenée ici, déjà décédée. Comment le cadavre d'une femme a-t-il pu être transporté en toute discrétion au beau milieu d'un endroit fréquenté par du public ? Les policiers pensent qu'ils viennent de découvrir la réponse à cette question. Grâce à un botaniste, les inspecteurs de police savent désormais que le corps de Lindsay Birbeck a été déplacé dans le cimetière après son meurtre. La grande question est donc, comment le tueur a-t-il fait ? La réponse est avec une poubelle. Enfin, c'est ce dont sont persuadés les enquêteurs. Il y a une poubelle bleue qui est posée au milieu du cimetière depuis plusieurs jours, d'après des témoins. Et d'après le personnel gérant le lieu, ce n'est pas un endroit où des poubelles se trouvent normalement. Seulement, bien sûr, personne n'avait fait le lien entre cette poubelle et la disparition de la mère de famille. C'était juste une poubelle traînant à cet endroit. Elle est vide, qui plus est, donc vraiment insoupçonnable. Même si les policiers sont certains que ce conteneur à roues a servi pour le transport, il faut le prouver. Mais c'est aussi un excellent indice. Une poubelle bleue de cette taille, cela ne passe pas inaperçu, et c'est facilement repérable grâce aux caméras de surveillance de la ville. L'un des agents chargés du contrôle de ces images ne tarde pas à repérer la grosse poubelle bleue. Il voit une personne la tracter en pleine rue, le jour de la disparition de Lindsay Birbeck. C'est un jeune homme, il tire l'objet roulant, visiblement assez lourd, et surtout, il est possible de le voir entrer dans le cimetière avec. Les agents remontent donc son trajet pour savoir d'où il venait avant d'atteindre le cimetière, et il est repéré plutôt à proximité de la zone boisée où Lindsay se dirigeait pour faire son sport. Voici le suspect numéro 1 dans le meurtre de Lindsay. Les images de la vidéo sont très nettes, donc même si les policiers n'ont aucune idée de l'identité de ce garçon,
Ils ont grand espoir de la découvrir en diffusant ces images auprès de la population afin de connaître le nom de ce jeune homme. Sauf que la police hésite à transmettre ces images aux médias pour 2 raisons principalement. C'est une décision irréversible, et il y a un risque pour que le suspect regarde les informations et comprenne que la police soit à sa recherche. Il pourrait donc prendre le temps de détruire toutes les preuves le reliant au meurtre de Lindsay Birbeck s'il devait être impliqué. L'autre raison consiste à protéger ce jeune homme. Certes, il tracte la poubelle, mais rien n'indique qu'il est le tueur. Même si l'ADN correspond, l'assassin pourrait être une autre personne, et lui aurait été chargé de se débarrasser du corps. Par conséquent, les forces de l'ordre se donnent d'abord 24 heures pour d'abord essayer d'identifier par elles-mêmes cet individu crucial à l'enquête. Les autres commissariats de police sont contactés pour tenter d'obtenir des informations. Les enquêteurs recueillent des renseignements, mais pas ceux auxquels ils s'attendaient et pas ceux de leurs collègues. C'est un témoin, une femme dans la quarantaine, nommée Zoé, qui explique que le jour de la disparition de Lindsay Birbeck, elle se promenait dans la zone proche du cimetière à l'extérieur de la ville vers 15h30, quand elle a remarqué qu'un homme semblait la suivre en marchant sur un chemin parallèle. Elle décrit l'individu comme un homme très jeune, presque adolescent. Sa présence étrange gênant la femme, elle décide de ralentir le pas pour qu'il la dépasse et qu'il ne se trouve plus derrière elle. Mais quand elle fait ça, lui aussi se met à ralentir. Ce comportement effraie vraiment la femme. Il est évident que le jeune homme la suit et elle se trouve dans une zone assez isolée. Il pourrait lui arriver n'importe quoi. Alors, elle essaye de semer l'individu tout en cherchant une pierre ou un objet suffisamment lourd qui pourrait servir d'arme dans le cas où elle devrait se défendre. Elle court aussi vite qu'elle peut, puis, après une certaine distance, elle se tourne et l'homme n'est plus là. L'endroit où tout ceci s'est déroulé est exactement là où est passé Lindsay Birbeck 10 ou 15 minutes plus tard. La femme ne peut pas identifier l'homme, mais sa description colle parfaitement avec l'individu observé sur les images de vidéosurveillance. Malheureusement, les autorités sont incapables d'obtenir le nom du suspect. Alors, le 27 août, les images sont diffusées au public via les médias en espérant enfin lever le mystère sur l'identité de ce jeune homme. Évidemment, cela ne manque pas, la vidéo fait le tour des médias nationaux. Elle passe en boucle aux heures de grande écoute, et pour cause, c'est absolument terrifiant de voir un jeune garçon tirer une poubelle dans laquelle se trouve un cadavre. Très vite, un nom remonte aux oreilles des policiers. C'est un copain de Steven, le fils de Lindsay, qui indique qu'il connaît ce jeune homme. Son nom de famille est Price, et il fréquente la même salle de sport que lui. Les enquêteurs s'apprêtent donc à partir à cette salle de sport pour obtenir le nom ainsi que l'adresse de l'individu. Mais juste avant qu'ils ne s'y rendent, 3 personnes franchissent les portes du poste de police. 2 parents accompagnés de leur enfant se présentent aux policiers. Le père et la mère expliquent que le jeune homme qui apparaît sur la vidéo est leur fils, qui se tient à leur côté, Rocky Marciano Price. Le garçon, de 16 ans à peine, vient de la communauté des gens du voyage. Il vit avec ses parents à moins de 2 km de la maison de Lindsay. Rocky Price est un garçon un peu spécial. Il a été diagnostiqué autiste plus tôt dans son enfance et son QI ne dépasse pas les 65, ce qui le classe parmi les individus à l'intelligence la moins développée. En revanche, après vérification, le garçon ne possède aucun antécédent judiciaire. Le seul point relevé est une certaine agressivité lorsqu'il était au collège, mais c'est un adolescent et son comportement peut changer à n'importe quel moment. Les policiers l'emmènent donc en salle d'interrogatoire pour comprendre les événements, et pourquoi il tirait cette poubelle, et surtout, quel était son contenu. Mais Price ne décroche pas un mot. Il regarde les policiers sans leur répondre. Il y a plusieurs tentatives pour essayer d'entrer en communication, mais d'après ses parents, son autisme crée des blocages, et la discussion est quasiment impossible. Personne n'arrive à entretenir un échange avec lui. Il ne va pas falloir compter sur des aveux, manifestement. La police continue d'étudier les images de vidéosurveillance pour bien comprendre. Price quitte sa maison vers 14h30. Il est filmé une première fois. Ensuite, c'est Lindsay qui se rend sur Burnley Road vers 16h où elle croise Rocky Price. Entre 1 et 2 heures s'écoulent, puis Price réapparaît sur les caméras de vidéosurveillance. Son pantalon est complètement noirci au niveau de ses genoux et paraît mouillé. Son haut est en partie ouvert et mal en point. Pour les policiers, cette image signifie qu'il y a eu une lutte et que Lindsay ne s'est pas laissé faire, mais elle n'a pas survécu à l'attaque du garçon. Price quitte les lieux, il est aperçu plus tard en train de faire des allers-retours avec un sac à dos, puis la poubelle bleue.
Les policiers pensent donc qu'aussitôt après le meurtre de Lindsay, le jeune homme a tenté de cacher le corps en le démembrant d'abord, puis en le plaçant dans la poubelle pour le cacher dans le cimetière. Il reste des zones d'ombre. Les enquêteurs forcent afin d'obtenir la version des faits de la part de ce suspect, qui n'est qu'un adolescent. Il décide de sortir de son silence finalement, mais ce qu'il a à dire, ça, les forces de l'ordre ne s'y attendaient pas. Rocky Marciano Price est le jeune homme qui apparaît sur la fameuse vidéo tractant une poubelle contenant le cadavre d'une mère de famille, Lindsay Birbeck. Il est le suspect numéro 1 dans ce meurtre sordide, les policiers sont persuadés de son implication, mais Price décide de parler lors de son interrogatoire. L'adolescent dit aux policiers qu'il n'a rien à voir dans le meurtre de Lindsay Birbeck. Il a été approché par un homme, lui étant inconnu, mais parlant anglais. Cet individu lui a proposé une forte somme d'argent pour déplacer un cadavre, sans savoir qu'il s'agissait d'un meurtre et de Lindsay Birbeck. Il ajoute qu'il n'a jamais vu cet homme avant et qu'il ne l'a jamais revu ensuite. La rencontre a eu lieu dans un quartier proche de Burnley Road. L'homme lui a montré où se trouvait le corps de la victime et le garçon s'est exécuté. Il répète une dernière fois qu'il n'est pas responsable du meurtre de la mère de famille. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi il n'a pas expliqué ceci aux enquêteurs dès les premiers interrogatoires. La raison est simple, ce que vient de raconter Rocky Price est une version proposée par son avocat. Les policiers le savent bien, mais n'ont pas d'autre choix que de l'écouter. C'est totalement tiré par les cheveux. Quel meurtrier irait confesser un assassinat à un garçon qu'il ne connaît pas, qui risquerait de le dénoncer, en pleine rue, en plein jour, qui ne laisse aucun ADN sur la victime, ni nulle part ailleurs? C'est impossible à croire. Mais maintenant que le jeune homme a fait cette déclaration, il faut vérifier la présence de ce deuxième suspect. La police, pour être certaine, place 2 agents chargés d'éplucher toutes les vidéosurveillances du secteur à la recherche de l'homme mystérieux. Sans surprise, il n'y a aucune trace d'un deuxième individu qui serait venu parler à l'adolescent. Malgré tout, c'est la version tenue par le garçon et c'est celle qu'il défendra devant le tribunal au cours du mois de janvier 2020. Parce qu'il plaide non coupable du meurtre de Lindsay Birbeck. Il reconnaît avoir déplacé et caché le cadavre, mais pas de lui avoir ôté la vie. Le procès démarre mal, parce que la femme qui avait indiqué avoir été suivie dans la zone proche du cimetière par un garçon ressemblant à Rocky Price dit devant la cour qu'elle ne reconnaît pas le jeune homme comme étant celui qui a eu cette attitude inquiétante. Le médecin légiste répète que la cause de la mort est liée à une fracture de la colonne vertébrale au niveau de la nuque, tout en précisant que les seules fois où il avait pu observer de telles morts, c'était lors d'accidents industriels. Autrement dit, la personne qui a causé la mort de Lindsay s'est appliquée pour être certaine qu'elle perde la vie. La déclaration qu'a fait Rocky Price pose problème pour démontrer sa culpabilité, dans la mesure où le garçon ne connaissait absolument pas Lindsay. Aucun mobile n'est réellement déterminé. Et même si la version du garçon est farfelue, elle reste plausible. Mais 2 expertises vont peser lourd dans la balance. La première, c'est l'expertise médico-légale et notamment le prélèvement de l'ADN. L'ADN de l'accusé est retrouvé sur la scie, sur les gants, sur les chaussures de la victime. Le lien est fait sur ce point. Mais l'aspect le plus important, c'est l'état de décomposition anormal constaté par le médecin légiste. Souvenez-vous, cette décomposition était plus avancée sur la tête qu'au niveau des pieds. Ce détail est important, parce qu'au moment où une personne cesse de vivre, le sang cesse aussi de circuler. Et après une courte période, le sang se fige et ne bouge plus. Si vous êtes décédé sur le dos, le sang de votre corps va s'accumuler à cet endroit et ne plus bouger ensuite. L'état de décomposition décalé, entre la tête et les jambes, est certainement dû au placement du cadavre de Lindsay dans la poubelle. Elle a été placée tête la première dans le conteneur. Le sang est monté au niveau du crâne et la décomposition a donc été plus forte à ce niveau que sur les membres inférieurs. Autrement dit, il est peu probable qu'une tierce personne ait eu le temps de tuer Lindsay, trouver Rocky Price dans la rue pour l'employer à cacher le corps, sans que le sang de la victime ne se soit figé. Pour le médecin légiste, celui qui a mis le cadavre de la mère de famille dans la poubelle est également celui qui l'a assassiné. L'autre expertise est psychiatrique. Les troubles mentaux de Rocky Price sont exposés. Il est démontré que le garçon est dénué d'empathie, qu'il éprouve très peu d'émotions et qu'il est enclin à des crises de violence. Il peut se montrer brutal sans raison apparente, au point de tuer, ce n'est pas exclu. En revanche, les psychiatres affirment que le discernement de Rocky est bien éclairé.
Il sait ce qu'il fait malgré son autisme, ses crises de colère et son QI très bas. Cette expertise psychiatrique offre aussi un mobile pour le meurtre de Lindsay. Un événement a pu se produire dans la vie de l'accusé, quelque chose qui l'aurait troublé et qui l'aurait poussé à agir violemment. La nature sexuelle du meurtre n'est pas exclue, mais elle n'est pas prouvable. Quoi qu'il en soit, il y a des raisons rationnelles et existantes derrière l'acte du jeune homme. Ce sont avec ces éléments en leur possession que les membres du jury populaire doivent se forger une opinion et rendre un verdict sur la culpabilité, ou non, de Rocky Marciano Price dans le meurtre de Lindsay Birbeck. Après 13 heures de délibération, le jeune homme est reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la mère de famille. Dans ce cas, la préméditation est un point important, parce que cette qualification permet au juge de condamner le garçon à une peine d'emprisonnement à vie avec une période de sûreté de 16 ans. Sans la préméditation, cette période n'aurait été que de 12 ans. Mais puisqu'il est mineur, au bout de ces 16 années, il pourrait être libéré à condition qu'il ne soit plus jugé comme un danger pour la société après des expertises et le passage de plusieurs tests psychologiques et psychiatriques. Les parents de l'adolescent clament qu'il n'est pas l'auteur du crime et qu'il ne devrait pas se retrouver derrière les barreaux. Simplement, si ce n'est pas lui, qui est-ce qui aurait pu commettre ce crime dans ce laps de temps de 3 heures à peine ? Voici pour cette affaire, compliquée à juger au final. Si vous êtes arrivé au bout, écrivez cimetière en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour la gestion de votre entreprise, Odoo c'est la solution. Allez voir le lien en description, n'oubliez pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.